De presse, chers confrères, distingués invités, je suis peut-être pas la bouche la plus autorisée pour vous souhaiter une cordiale bienvenue dans cette salle, mais d'ores et déjà nous sommes heureux de vous savoir nombreux à accepter l'invitation que nous avons formulée à votre endroit. Le sujet semble à la fois simple et compliqué, et donc technique, ou si vous voulez, technico-politique, avec des enjeux économiques importants. C'est la raison pour laquelle je ne prendrai pas le risque de l'évoquer de façon pleine et de façon exacte, mais d'ores et déjà, lorsqu'on évoque la présence de Maître Charles Toungan, tout tourne autour d'un procès, tout tourne autour d'un militantisme positif pour des causes à la fois nobles et justes. Tout tournera donc autour de cela. Il va davantage s'agir d'un procès qui présente aujourd'hui des allures dichotomiques, articulées sur des manœuvres totalement redéfinies. Un procès à plusieurs rebondissements, un procès qui a connu des étapes aussi importantes qu'intéressantes qu'il vaut mieux évoquer pour en faire la lumière et amener les hommes de presse à en maîtriser et les tenants et les aboutissants. C'est donc pour cette raison que Maître Charles Toungan a bien voulu que cette rencontre soit initiée en cette fin de matinée. Je ne vais pas monopoliser la parole, étant entendu que l'acteur majeur de cette rencontre, c'est bien l'ancien bâtonnier au barreau, à l'ordre national des avocats du Cameroun, avocat justement au barreau du Cameroun, qui connaît le dossier et qui va pouvoir l'évoquer pour nous. Tout ce que je m'en vais faire, c'est de nous prier chacun de mettre son téléphone soit sous le vibreur ou de l'éteindre carrément, parce que le sujet semble intéressant et profond. Il nécessite une attention soutenue de notre part pour pouvoir comprendre et en maîtriser le contenu. Je voudrais donc humblement passer la parole à Maître Charles Toungan pour la suite des échanges. Accrédité à cette conférence de presse, puisque nous en avons accrédité une quarantaine, officiellement. Je voulais d'abord, au nom de mon cabinet, au nom de mon associé Ménacor et moi-même, vous souhaiter une agréable bienvenue dans cette salle de conférence de l'hôtel Hilton. Vous savez que nous avons l'habitude de communiquer avec la presse nationale et internationale sur un certain nombre de dossiers qui intéressent effectivement l'opinion publique. Ce dossier est un dossier particulier. C'est un dossier sur lequel nous n'avons communiqué depuis 14 ans qu'une seule fois. Je crois que certains d'entre vous s'en souviennent. Car dans ce dossier, j'ai été l'objet d'une tentative d'assassinat. 2 investisseurs privés. Et je voulais insister sur le fait qu'il s'agit de 2 investisseurs privés. En aucun cas, aucune personnalité publique, aucune société publique, aucun organisme public n'est intéressé par cette procédure. Donc il s'agit de 2 gros investisseurs privés qui, n'est-ce pas, dans le cadre d'un investissement important, initialement évalué à 1 milliard de francs, se sont mis d'accord pour exploiter une filière. De quoi s'agit-il? Nous sommes les conseils de M. Fadoul. M. Fadoul est un homme d'affaires multifacette qui en même temps franco, bénino, libano, etc., qui a des dizaines de sociétés de par le monde, y compris en Chine, qui est dans la communauté franco-libanaise considéré comme un gros investisseur dans les affaires et qui réside officiellement au
Bénin. Nous avons de l'autre côté un monsieur qui s'appelle Omaïs Kassim, que vous devez tous connaître, puisque tout au long de cette affaire, il n'a cessé de communiquer, n'est-ce pas, d'achetant à coût de centaines de millions de francs des pages dans les journaux, y compris Cameroun Tribune, pour expliquer qu'il était le seul propriétaire de la société mise en cause. Et il se trouve qu'en 2000, vous voyez que ce n'est pas hier, il avait une difficulté avec une de ses filiales au Gabon. La filiale avait été mise en faillite, en liquidation judiciaire, et le liquidateur avait observé des abus de biens sociaux évalués à plus de 1 milliard. Bon, vous savez que dans le cas de liquidation, dans des systèmes où ça marche bien, lorsque le liquidateur découvre des malversations dans le cadre de la gestion d'une société, le propriétaire ou le gérant de la société est effectivement mis en cause personnellement, tant au plan civil, commercial que pénal, pour éviter ces désagréments. Et compte tenu des relations personnelles que M. Fadoul, c'est-à-dire notre client, entretenait avec les autorités gabonaises, M. Omaïs s'est transporté au Bénin, a rencontré M. Fadoul, lui a fait part de ses difficultés au Gabon et lui a demandé de l'y aider, c'est-à-dire de prendre sur lui, de reprendre la société gabonaise, à charge pour M. Omaïs de lui céder 50% des parts dans la société qu'il avait au Cameroun. Chose dite, chose faite. M. Fadoul va prendre la société gabonaise à un franc symbolique. Il va s'arranger pour qu'on clôture la liquidation sans poursuite des dirigeants. Il va débourser pour entrer dans le capital de la société camerounaise une somme de 500 millions de francs CFA. Une convention notariée est signée. Une convention notariée est signée le 8 août 2001 par devant un notaire au Bénin. Dans la dite convention, il est dit expressément que M. Omaïs, une fois rentré au Cameroun, va transcrire la dite convention auprès du notaire pour faire entrer le nouvel associé dans la société Théoka. Le notaire résident à Maroua, au Cameroun. M. Fadoul continue ses affaires. Il le présente au demeurant à tous ses clients au Congo, puisque cette société de transport, n'est-ce pas, travaille principalement sur le Congo. Et comme M. Fadoul en même temps est le concessionnaire des grands camions que vous voyez, n'est-ce pas, transporter le bois, etc., à Sidem, etc., il a beaucoup de sociétés au Cameroun, il va lui donner des camions, va lui donner des camions à crédit pour pouvoir développer la société. Il va donc investir dans la société pour que la société, n'est-ce pas, se développe dans l'intérêt bien commun, bien compris, des deux associés. M. Omaïs, une fois revenu au Cameroun, comme d'habitude, comme beaucoup de gens le font, n'est-ce pas, va décider qu'il ne transcrit pas l'acte. Vous aurez le document. Vous aurez le document, la convention notariée, où il est inscrit expressément que M. Omaïs prend l'engagement de transcrire cette convention dans les statuts de la société, de les faire publier, n'est-ce pas, faisant entrer ainsi M. Fadoul au capital de la société. Le notaire qui a instrumenté les actes de la société se trouve à Ngaoundéré. Ngaoundéré est le lieu d'habitation officiel de M. Omaïs. M. Fadoul commence à demander à son associé, mais faites-moi le point de nos affaires. L'autre, comme disait l'autre, a fait le bord. C'est-à-dire qu'il ne répondait plus à rien du tout. Il ne répondait plus au téléphone. Il a pris sur lui, n'est-ce pas, de ne pas transcrire les actes dont il s'agit. Donc, 14 ans plus tôt, les procédures sont engagées au Bénin contre lui. Nous sommes entrés dans cette procédure un peu plus tard. Et nous avons décidé que le combat judiciaire se ferait au Cameroun. La société étant au Cameroun, il n'y avait aucune raison d'aller ouvrir un contentieux au Bénin. Nous avons donc saisi le juge du tribunal de première instance de Douala pour demander quelque chose d'extrêmement simple. Voilà deux associés qui, par convention, ont convenu de travailler ensemble dans le cadre d'une société. Voilà que depuis plus de 5-6 ans,
l'autre associé ne rend pas compte, nous avons demandé simplement que le juge décide de nommer un administrateur provisoire pour faire le point et nous dire où en sont les affaires de notre société commune. Alors, c'est à ce moment-là que la bataille judiciaire va commencer. Nous allons, dans cette affaire, nous heurter à une interprétation fallacieuse de nos accords internationaux, où nous allons avoir un juge du tribunal de première instance qui va décider que les actes publics étrangers là, pour être exécutés au Cameroun, c'est-à-dire l'acte notarié en question, pour être transcrits dans les actes de la société en Ngaoundéré, doivent obtenir ce qu'on appelle, dans un terme technique, l'exéquatur, c'est-à-dire l'imprimatur de l'État du Cameroun pour que ça soit recevable par le droit camerounais. Bien entendu, notre thèse était différente. Nous soutenions que, par deux accords internationaux, c'est-à-dire la Convention de Tananarive qui date de 1962, et par le traité de Port-Louis, plus connu sous le nom de traité OADA, le Cameroun, entre États partis, a fait une concession de souveraineté sur cette question d'applicabilité des actes notariés étrangers au Cameroun. C'est-à-dire qu'un acte notarié passé au Cameroun est exécutoire en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, au Bénin, sans qu'il y ait besoin d'une formalité particulière. Malheureusement, apparemment, c'est là où nous découvrons que nous avons affaire à forte partie, et il est toujours facile d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre pour vous combattre. Finalement, le juge se déclare incompétent. Nous allons en cour d'appel. Arrivé à la cour d'appel, alors que nous débattons la question au niveau de la cour d'appel du littoral, une loi, toute une loi va être votée. Toute une loi va être votée, la loi du 19 avril 2007, pour exiger, en violation des traités, que tous les actes publics étrangers, pour être exécutés au Cameroun, obtiennent d'abord l'exéquatur. Nous sommes informés, puisque cette loi fut votée subrepticement par l'Assemblée nationale, pratiquement sans débat. Et la loi fut notifiée au président de la Cour d'appel, aujourd'hui premier président de la Cour suprême. Et je me souviens de lui avoir dit, Monsieur le Président, compte tenu du fait qu'une loi a été votée et qu'apparemment vous allez appliquer la loi qui vient d'être votée, veuillez nous libérer rapidement, déboutez-nous au niveau de la Cour d'appel pour que nous puissions aller à la Cour suprême. C'est ce qu'il fit. Donc nous fûmes déboutés au niveau de la Cour d'appel. Je vais être transparent, hein, je ne cache pas les bons ou les mauvais aspects. Je vais être complètement transparent. Nous fûmes déboutés au niveau de la Cour d'appel et nous allons donc à la Cour suprême. La Cour suprême, le 15 juillet 2010, va pour la première fois dans l'histoire du droit au Cameroun exercer ce que les juristes appellent un contrôle de constitutionnalité d'une loi par voie d'exception. C'est-à-dire la Cour suprême va dire qu'il s'agit de la Convention de Tananarive, qu'il s'agit du traité OADA, le Cameroun a accepté par convention internationale que les actes publics étrangers des États partis aux deux conventions sont exécutoires sur l'ensemble du territoire national sans autre forme de procès. C'est ce que dit la Cour suprême du Cameroun, écarte la loi de 2007, applique les deux conventions et nous donne leur raison sur le fait que la convention est applicable au Cameroun. Sur la seconde demande qui était la nôtre, c'est-à-dire sur la nomination d'un administrateur provisoire, cette demande relevant de l'application des actes uniformes, la Cour suprême du Cameroun a d'office, contrairement à ce que j'ai lu ici et là dans certains journaux, c'est la Cour suprême du Cameroun qui saisit Abidjan, c'est-à-dire la CCJA, pour régler la question de la nomination de l'administrateur provisoire. Donc, vous serez communiqués. Le 4 novembre 2014, comme la Cour d'Abidjan a décidé depuis quelques mois de faire ce qu'on appelle les audiences foraines, c'est-à-dire de tenir des audiences dans tous les pays membres, n'est-ce pas, du traité. Le 4 novembre, la CCJA se déplace sur Yaoundé et rend une décision qui nous donne raison sur le fond de notre demande, c'est-à-dire que Abidjan désigne un administrateur provisoire, lui fixe un mandat de 6 mois, lui fixe des objectifs d'expertiser les comptes, etc., de transcrire l'acte du Bénin dans le cadre de la société, n'est-ce pas, et de faire rapport afin que la Cour
règle la question au fond. Mesures provisoires, nomination non administrateur provisoire, expertise de la société, rapport à la Cour pour qu'on décide de ce qu'on viendra de décider. Bien entendu, nous avons fait une première démarche vers Ngaoundéré. D'abord avant l'arrêt de la Cour suprême du Cameroun. C'est-à-dire l'arrêt de 2010. Nous avons saisi le notaire à Ngaoundéré pour qu'il transcrive l'arrêt de la Cour suprême dans les actes de la société. Il nous a fait un devis avec les frais de notaire, frais d'enregistrement, frais de publication, etc. etc. C'est mon associé qui était physiquement en Ngaoundéré. Il a payé les 10 frais. Le notaire a fait les actes. Il a même publié les actes dans le journal d'annonce légale, comme l'exige la loi. Et puis, patatras, les pressions ont commencé. Les pressions ont commencé. Le notaire d'abord nous dit qu'il aurait reçu un coup de fil du secrétaire général du ministère de la Justice qui lui interdisait de transcrire là. Vous savez, on se connaît, hein? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le secrétaire général, M. Mohamed. Il m'a dit qu'il ne connaît même pas ce notaire. Finalement, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un d'autre à la chancellerie qui était à la manœuvre. Finalement, le notaire s'est braqué et il n'a pas transcrit là. En tout cas, il n'a pas donné suite. Puisqu'aujourd'hui, il doit encore, n'est-ce pas, les faits que nous avons réglés à Ngaoundéré. Après l'arrêt d'Abidjan, nous ne sommes plus à la manœuvre. Puisque désormais, c'est l'administrateur judiciaire qui est chargé de représenter la société. Première démarche, on essaie de l'installer d'abord dans les locaux de la société à Douala, lever le bouclier, le procureur général nous dit, pas de question, il faut obtenir la formule exécutoire. Vous savez la fameuse formule où on dit le président de la République mande et ordonne à tous les officiers de prêter main forte à l'exécution de la plainte. Ce n'est prévu nulle part. Puisque le traité OHADA dit clairement que les décisions de la CCJA sont applicables directement, sans autre formalité, dans tous les États partis. Bon. Nous, on a voulu faire bon joueur. Nous sommes allés à la Cour suprême du Cameroun pour demander la formule exécutoire. 2015, le premier président de la Cour suprême a ordonné la position de la formule exécutoire sur l'arrêt de la CCJA. Nous sommes donc retournés à la fois vers le notaire et vers l'installation de l'administrateur judiciaire. S'agissant du notaire, pour que les choses soient claires, l'administrateur a saisi le président de la Chambre nationale des notaires, Maître Nganali, pour qu'elle ordonne à son confrère de Ngaoundéré la transcription de la décision de la CCJA. L'administrateur a également informé le procureur général près la cour d'appel du littoral de ce qu'il entendait à date certaine prendre office dans les bureaux de la société à Douala. Il n'était jamais que l'administrateur judiciaire s'installa dans les locaux de la société dont il s'agit. Que toute tentative d'installation, tous les moyens de l'État. Nous nous sommes approchés de la chancellerie. La chancellerie n'a jamais donné d'instruction. Ce même procureur général a pris sur lui d'écrire à tous les huissiers, au procureur de la République de son ressort littoral, de ne jamais prêter main forte à l'exécution. Vous l'avez dans le dossier. La lettre du procureur général dans le dossier. Et contrairement à ce qu'il vous a dit verbalement, nulle part dans sa lettre, on ne voit le visage de la chancellerie. Parce que j'ai jamais connu la formule. Sur votre instruction de. Hein? Donc, en fait, il a pris sur lui à titre personnel, pour des raisons que nous vous expliquerons plus tard, de bloquer l'exécution du dit arrêt. Le procureur général, que la cour d'appel aura la même attitude vis-à-vis du notaire, c'est-à-dire Mme Nganali. Il dira au notaire de Ngaoundéré, contre une décision d'une instance internationale à laquelle non seulement le Cameroun est parti, mais dont le siège se trouve ici à Yaoundé. Le Cameroun habite le siège du traité OHADA.
lever des boucliers partout dans le monde. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Un État dit qu'il n'exécute pas. Donc on va voir si les autres États ont la même posture que les deux procureurs généraux de Douala et Gaouzé. Nous allons au Congo. Congo est le lieu de la principale activité de la société. On a exécuté la décision de la CCJA comme une enveloppe à la poste. Vous verrez les motivations du juge congolais qui vous dit, ben, ça ne se discute même pas. Nous, on exécute. Et c'est là où on découvre les raisons pour lesquelles il y a autant d'argent qui circule dans cette affaire. Où des menaces sont proférées. Avant d'entrer dans cette salle, l'administrateur judiciaire est aujourd'hui en compte rendu à Abidjan. Il m'a appelé pour m'informer de ce qu'il vient de recevoir, les coups de fil, le menaçant de foudre la violence s'il ne m'empêchait pas de tenir cette conférence de presse. Je vous l'ai dit clairement. Qu'est-ce que nous découvrons au Congo? Nous découvrons au Congo que depuis que nous sommes associés à ce monsieur, il a décidé de ne plus rapatrier l'argent de la société au Cameroun. Sur une période de 3 années, parce que nous avons obtenu le déblocage des comptes, sur une période de 3 années, on a exfiltré de la société vers l'Europe, la France et la Suisse, l'équivalent de 15 milliards de francs CFA. Imaginez donc sur 14 années, sur le travail de l'administrateur judiciaire. Nous sommes en plein... Voilà les choses qui devaient intéresser la CONAC. Voilà les choses qui devaient intéresser la NIF. Et voilà les choses qui devaient intéresser monsieur le ministre des Finances. Parce qu'il y a une évasion fiscale énorme. Une partie des fonds sont virés dans le compte de son épouse. Une autre partie des fonds sont virés dans son compte à la générale. Qui a un comportement également que nous ne comprenons pas. Car c'est la seule banque, c'est la seule filiale des banques saisies qui n'a pas réagi. Donc par conséquent, par ces temps où il y a traçabilité des fonds, par ces temps où nous sommes en pleine guerre contre des gens qu'on ne connaît pas, on peut se demander où va autant d'argent. Ça sert à quoi? Puisque la NIF est là pour tracer l'argent, pour éviter qu'on ne finance des activités obscures. Il y a là quelque chose qu'il faut rechercher dès lors que nous on sait que le siège de la société se trouve dans le nord de notre pays où en ce moment nous avons beaucoup de difficultés. Donc, alors, le Congo exécute. 2 procureurs généraux au Cameroun, 2 procureurs généraux. Je ne vais pas parler de l'État du Cameroun, puisque je vous ai dit que l'État du Cameroun n'est pas concerné. Il s'agit de 2 investisseurs privés. Qu'on n'aille pas écrire que le bâtiment Tchunga a attaqué l'État du Cameroun, comme ce fut le cas dans l'affaire Thierry Adana, où on avait raconté que j'avais déposé plainte contre je ne sais pas qui. Ni le président de la République, ni le garde de son nom, rien à voir avec cette affaire. Il s'agit de postures personnelles. Il s'agit d'un dossier où la corruption atteint des niveaux inacceptables. Inacceptables. Il s'agit d'une prise en otage, une instrumentalisation de la justice à des fins privées. Nous avons attendu 14 ans. Lorsque les juges ont fini de parler, quand on dit, nous avons une formule qui dit, quand le juge a jugé, il cesse d'être juge. Voilà des juges indépendants qui rendent une décision. Je ne pense pas que ces États puissent se tromper dans le cas d'une décision comme celle-là. Voilà des juges qui rendent une décision, et ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, d'accompagner l'exécution des décisions de justice, car c'est la mission du parquet. Dans une affaire commerciale privée, se rebelle, là, il n'y a pas de terme, c'est de la rébellion, se rebelle contre des décisions de justice, viole 2 traités internationaux signés, ratifiés et publiés par le Cameroun, met en cause la crédibilité du Cameroun à l'égard des autres 17 États partis du traité. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Les menaces dont nous sommes l'objet depuis le début de cette affaire, la tentative d'assassinat dont moi j'ai été personnellement l'objet devant mon domicile, témoigne de ce que l'argent de notre client est utilisé pour nous combattre. Parce qu'en définitive, comme mon client n'a pas de son retour sur investissement, tout cet argent qui circule partout, c'est ça qui est utilisé pour nous combattre. Raison pour laquelle
nous avons décidé de rendre public ce dossier. Nous avons décidé d'en faire un dossier emblématique. Nous avons décidé d'attirer l'opinion publique nationale et internationale sur cette question. La sécurité des investissements dans un État, c'est d'abord la garantie que l'investissement fait dans un État ne sera pas détourné, que les bénéfices collectés après paiement des impôts seront reversés aux associés. Voilà le cas typique qui a justifié la création de l'OHADA. C'est-à-dire que vous venez investir dans un pays, on utilise les trucs locaux, on vous expulse et on garde votre argent. Nous connaissons cette attitude. C'est pas la première fois que je pourrais citer 3, 4, 5, 6 sociétés où les gens sont venus au Cameroun investir et un matin on les a expulsés et des Camerounais on se sont accaparés de leur société. Nous sommes dans cette hypothèse-là aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est que vous soyez les relais de cette information auprès de notre opinion publique et que vous regarderez, quand vous allez avoir le dossier presse, vous verrez que le 22 octobre 2015, vous allez voir l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Ouesso. Ouesso, c'est la République du Congo. Vous allez lire son argumentation. Vous allez lire la beauté, n'est-ce pas, d'un texte fait par un juge qui n'a aucun intérêt personnel dans l'affaire. Parce que dans ce dossier, ce sont des intérêts personnels qui commandent les décisions officielles. Le sceau de l'État ne doit pas être utilisé à des fins personnelles. La corruption ne peut pas être le levier de la justice. J'ai noté, pour m'en féliciter, que le ministre d'État garde Sceaux a lancé des consultations pour les états généraux de la justice qui se tiendront bientôt. Voilà des cas emblématiques qui vont faire l'objet de débats. Dans un autre pays, ceux qui sont à la base de ce blocage, de cette rébellion, seraient sanctionnés sans aucun ménagement. On ne peut pas. Après 14 ans de procédure, moi ça fait 14 ans que nous traitons ce dossier. Quand on a fini de gagner, je m'excuse, hein, je perds ma chapelle. On m'empêche de toucher mon argent. Oui, parce que ça, en fait ça, quand le procureur général dit je ne les exécute pas, ben, si je ne les exécute pas, comment voulez-vous que mon client me plaise? Donc il y a non seulement cette question morale liée à l'éthique, mais il y a un obstacle à l'exercice d'un métier qui est le mien. Moi je suis payé par mes clients parce que j'obtiens des résultats. Je dois faire 14 années de procédure. Et à la fin, on voit un monsieur qui s'installe dans son bureau. Il appelle le commandant de gendarmerie de brigade. Il dit empêchez d'exécuter la décision. On est allé très loin. Il y a 2 semaines, l'administrateur judiciaire a été arrêté, placé en garde à vue, à Douala, pour l'intimider, dans le cadre d'une affaire qui n'avait rien à voir avec ça. On a bien compris que les tentacules entre le banquier et notre contradicteur ont permis cette opération. Heureusement qu'on a été vigilant, parce qu'on n'en parlerait même plus. Pourquoi on a fait cela? Parce que le 4 novembre 2014, lorsque la CCJ rend sa décision, il fixe un mandat à l'administrateur judiciaire, avec un délai de 6 mois. Ils ont fait tellement obstruction que le délai de 6 mois est expiré. Ils se sont donc dit, comme son mandat a expiré, on va le mettre dans une affaire brouillonne compliquée pour que finalement on le révoque. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que l'administrateur quand même ce n'est pas un petit, comme on dit souvent. Il avait pris la précaution de faire ce rapport à la CCJA. Et la CCJA avait déjà renouvelé son mandat pour un nouveau délai de 6 mois. Donc il est encore, n'est-ce pas, en fonction aujourd'hui. Ce qui est grave, quand ça arrive au Végon Pécous, bon, on dit off. Mais quand vous donnez les chiffres, ça donne le tournis. Nous sommes aujourd'hui en évaluation projetée à 30 milliards. Les enjeux portent aujourd'hui sur à peu près 30 milliards. Et où est parti cet argent? Je voulais ici de manière solennelle annoncer que nous poursuivons cette affaire devant les juridictions françaises et suisses. Et nous mettons en cause la responsabilité des banques
qui sont de connivence avec ceux qui spolient la richesse nationale. Parce que si cette somme avait été rapatriée au Cameroun, on aurait payé les impôts, on aurait payé les impôts, on aurait peut-être développé d'autres activités pour développer la société, puisque c'est une société qui intervient dans un secteur extrêmement productrice d'argent. Et puis, bon, moi j'ai vu que la CONA a sorti son rapport, ben c'est bien. Dans cette affaire, et nous l'avons demandé à la chancellerie, à l'inspection générale, d'ouvrir une enquête. Qu'on m'explique comment un chef d'un parquet peut se permettre de se rebeller contre une décision devenue définitive. Il faut qu'on m'explique. Dans une affaire où l'ordre public n'est pas intéressé, il s'agit d'intérêt entre deux privés. Je voulais insister sur ce fait. Car en définitive, on n'a même pas besoin du parquet pour exécuter ça. C'est la personne qui a gagné qui va demander au parquet de lui prêter main forte. Mais ici, nous sommes dans une situation kafkaïenne où c'est la personne qui a perdu qui va demander au parquet empêcher que celui qui a gagné exécute. C'est quand même une situation kafkaïenne. Alors ceux qui pensent que ce pays leur appartient et que nous sommes des Tchadiens ou des Centrafricains, ils doivent cesser de penser cela. Si nous voulons que les investisseurs viennent chez nous, là, la première garantie, la première garantie, c'est la sécurité juridique et judiciaire des investissements. Si vous ne garantissez pas ça, personne ne mettra son copain chez nous. Et cet exemple, c'est triste pour notre pays. Alors, allons-nous sacrifier des investisseurs comme ceux-là parce qu'il y a deux citoyens qui, par une fonction essentiellement précaire et révocable, décident pour des raisons que nous ne comprenons pas de violer les principes qui gouvernent la République. Voilà le dossier, voilà les raisons pour lesquelles nous avons souhaité mettre à votre disposition ce dossier, parce que c'est un enjeu important. C'est un enjeu important et pour notre pays, et pour les affaires dans notre pays, et pour la crédibilité de la justice dans notre pays. Aujourd'hui, quand un Camerounais a un problème, il ne dit plus je vais vous amener au tribunal. Avant, on disait que nos frères vassals marchaient toujours avec le thème. Parce qu'ils avaient confiance à la justice. Ils disaient, vous avez porté atteinte à mon droit, je vous amène en justice. Mais aujourd'hui, quand un Camerounais a un problème, il préfère régler ça en perdant. Il préfère, oui. Et quand ça touche des questions de sécurité, c'est-à-dire des questions de crime, de sang, la justice populaire, c'est ça. Aujourd'hui, dans les marchés, on brûle les gens parce qu'ils ont volé. Vous attrapez le voleur, tous les policiers vous le diront. Vous l'envoyez là-bas, le lendemain, vous le voyez là-dehors en train de vous narguer. Donc, comme on dit dans le langage populaire, les gars en finissent une fois sur les lieux. Et cette insécurité, c'est extrêmement grave. Lorsque le glaive de la justice ne peut plus sécuriser le citoyen, on sombre dans l'anarchie. Lorsque la pression sur la justice est toujours du côté où l'argent sonne, là, où la balance est la plus forte, là, il n'y a pas de justice. Regardez dans notre pays, dans le domaine des affaires, le développement des centres d'arbitrage et de médiation chez nous. Chacun crée son centre de médiation et d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus confiance au système de la justice institutionnelle. On n'a plus confiance. Quand le juge n'en prend sa décision, bon. Quand la Cour suprême se prononce, bon. Quand le tribunal international se prononce, bon. On est dans quel monde? On est dans quel monde? Car c'est la signature du Cameroun et la responsabilité de l'État du Cameroun qui est mise en cause par ces deux individus. On m'a dit, oui, après ça, quels vont devenir vos rapports? Moi, je suis la vérité de mon client. Jusqu'au bout. Jusqu'au prince, il y a lieu. Encore que j'ai gagné.
j'ai gagné. Donc je n'ai pas à m'offusquer d'avoir gagné. Je ne dois pas me cacher parce que j'ai gagné. Ceux qui perdent doivent accepter la défaite. Le combat judiciaire, c'est ça. J'apprends qu'on a saisi le tribunal de première instance de loi là pour suspendre l'exécution de l'arrêt d'Abidjan. Enfin, on marche sur la tête. Nous marchons sur la tête. Ce qui arrive aux autres là peut nous arriver demain. Moi, je cite toujours cet exemple du TCS, où je dis toujours que ce qui nous sépare des gens là qui sont là-bas, c'est juste le passage à l'acte. Hein. C'est une seconde là. Hein. Vous avez vu un peu l'argent là, vous avez piqué, et tout d'un coup ça bascule. Et là, on nous menace des foudres. On dit on va chercher, on va trouver des choses contre nous, et nous attendons. Parce que la peur doit changer de camp. Les tricheurs doivent être ceux-là qui se cachent. Ceux qui ont le droit pour eux n'ont pas à se cacher. Mais nous voulons faire des compromis sur tout. Sur tout. Un matin, comme on disait, quand on était tout petit, à l'époque de la Révolution, on nous disait qu'on est contre l'UPC parce que les communistes vont venir, ils vont prendre ma mère, ils vont prendre ma soeur, ils vont partir avec. Et qu'on va devenir des pupilles d'un État totalitaire. On nous a raconté ça quand on était tout petit. Nous sommes des gens rationnels. Et je pense que M. Falloul a décidé de sortir de son silence, puisque toutes les plaintes, et je le dis là, que nous déposons contre ce monsieur sont bloquées. Et lorsqu'il se plaint, ces dossiers volent à une vitesse vertigineuse. Il dépose appel le matin, de lendemain déjà c'est parti, la décision est tombée en 48 heures. C'est quelle justice ça? C'est quelle justice? Où on viole les conventions internationales, même la convention de Genève sur les immunités diplomatiques. Notre texte national dit que quand quelqu'un vit à l'étranger, si vous voulez le poursuivre, vous devez passer par le parquet diplomatique pour le convoquer. Non, non. On va signifier à Poto, là, à mairie, à la mairie, on dit qu'on va juger rapidement. Apporter le dossier là, on va le juger rapidement. On va où là comme ça? Il faut que nous apprenions à respecter les principes juridiques, car un État qui ne respecte pas la règle de droit ne peut pas être considéré comme un État de droit. Et je dis que le président de la République doit protéger les décisions de justice lorsqu'il ordonne qu'on les exécute. Parce qu'il a ordonné. Vous verrez sur l'arrêt, il y a le mandement du chef de l'État. Le président de la République ordonne et mande à tous les officiers, y compris le PG là, de prêter main forte à l'exécution de l'arrêt. D'où vient-il que ces deux procureurs généraux s'opposent au mandement du chef de l'État? C'est la rébellion. Autant d'informations par rapport à ces dossiers. On va vous distribuer tout à l'heure les dossiers, le même que j'ai. C'est un dossier complet. Vous verrez que c'est en deux lots. Le premier lot, c'est l'acte fondateur, c'est-à-dire la convention notariée de 2001, qui est à la base de ce convention. Le reste, ce sont les décisions. Nous, on vous a publié, on vous a donné pour l'information la convention de Tadanarive, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'en 1962, nous avions déjà à l'exéquatur. Le traité de Douala qui est entré en vigueur en 2005. Il n'a fait que reprendre cela. C'est parce que les négociations du traité n'ont rien compris. Vous savez, nous sommes un pays extraordinaire. L'inflation normative qu'il y a chez nous, on a un texte qui prévoit quelque chose, on fait voter notre loi pour le dire la même chose. Je rappelle que Maître Tchumba Charles est assisté de Clément Joël Nakam. Ils sont tous deux du cabinet Tchungan et Nakon, Société civile professionnelle d'avocats. C'est un propos liminaire suffisamment riche, mais il n'en demeure pas moins vrai que les préoccupations, on peut encore les avoir. On va donc passer à une série de 3 questions par série, effectivement. On les prendra ainsi pour permettre à Maître Tchungan et bien entendu à son associé d'apporter d'autres éclairages si nécessaire. Vous demandez à prendre la parole, vous présentez votre organe de presse et vous
formuler votre question. Le souhait, c'est que ces questions soient précises et concises et qu'on puisse les dénuer de tout commentaire qui puisse distraire. Merci. Allô? Je suis François Fogno-Fotso, DP Journal Génération Libre. Accrédité. Je voudrais savoir s'il n'y a pas d'autre recours, si le cabinet là ne pouvait pas attaquer ses maîtres, ses patrons de la cour directement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre recours? Est-ce qu'ils ont l'immunité? Je m'excuse, je ne connais pas beaucoup. Thierry Koloko, chef service politique du quotidien Émergence. Alors, je voudrais savoir quelque chose. Il s'agit là d'une scène de ménage pour le Mons US. Alors, lorsque Maître a pris la parole, je me rends compte que Maître protège beaucoup le chef de l'État et le ministre de la Justice. Alors, est-ce que vous avez saisi du moins le ministre de la Justice après tous ces actes de rébellion de la part de ces deux procureurs généraux, étant donné que la confiance n'exclut pas la méfiance? Bien, vous avez invité la presse nationale, les presses officiellement invitées, pour utiliser vos propres propos. Qu'est-ce que vous attendez de cette presse? Qu'attendez-vous de cette presse de façon précise et concise? Merci. C'est un journal Le Phare. Peut-être que les noms de ces deux procureurs sont dans le dossier, mais vous avez omis de nous les donner. Est-ce qu'on peut les avoir? Ou alors c'est dans le dossier? Merci. Bien sûr qu'il y a d'autres recours. Bien sûr que ces recours ont été actionnés. Ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse. Ceux qui sont dans les rouages du système judiciaire savent parfaitement que la manière de gérer les conflits de compétences et d'éthique relève d'instances bien précises. Je peux vous assurer que nous ne les avons pas oubliées. Cette démarche consiste à informer. Informer afin que nul n'en ignore. Parce que ce qui va se passer demain, c'est que vous allez voir dans d'autres journaux des communiqués incendiaires où on va travestir la vérité. Les dossiers que nous vous donnons, ce ne sont pas simplement des dossiers pour permettre d'informer vos lecteurs. Ce sont des dossiers pour permettre de vous constituer vous-même une bibliothèque par rapport à cette affaire dont le développement va être important à l'avenir. Pour ceux qui ont l'habitude d'assister à nos conférences, nous n'avons pas l'habitude de venir nous asseoir et bavarder. Nous vous donnons toujours un fond de dossier pour que vous puissiez vous-même vous faire une idée des enjeux et de ce qui est en cause. Pour le journal Émergence, M. Ferrer, j'ai répondu partiellement à votre question. Pensez bien que le président du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que son principal collaborateur sont saisis de cette affaire. Mais il ne m'appartient pas ici de dévoiler les arguments d'une requête ou d'une correspondance adressée à ces deux hautes personnalités de l'État. Mais sachez que toutes les voies que la loi nous permet d'exercer ont été exercées et seront exercées. Nous n'oublions pas que ces procureurs généraux sont les patrons de l'action publique. Donc par conséquent, pour nous permettre de faire une telle sortie, il a fallu que nous soyons parfaitement sûrs et bornés du point de vue du droit national et international pour faire cette démarche. Alors, vous nous demandez les noms des gens. Ce n'est pas une affaire prodomio. Moi, je ne traite pas avec les individus, je traite avec des institutions. Voyez-vous, c'est Obama qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes providentiels. Ce dont a besoin l'Afrique, c'est d'institutions fortes. Moi, j'ai besoin d'un procureur général fort. Parce que impartial. C'est ce que nous leur demandons. Qu'ils doivent se tenir à équidistance. Lorsqu'il y a un contentieux privé, il peut prendre des initiatives. Lorsque l'ordre public et l'intérêt de l'État sont en cause,
il est en charge du respect de l'application de la loi. C'est ça la fonction du parquet. Veiller à l'application de la loi. Et une décision de la Cour internationale de justice a valeur légale. C'est à lui de veiller que cette décision est appliquée chez nous. C'est du cinéma, on est en plein vaudou. On est en plein vaudou. Voilà un monsieur qui est chargé d'appliquer la loi et vous dit ne l'appliquez pas. Vous ne l'appliquez pas. Quelle est la conséquence? Quel est le risque pour le Cameroun, pour l'ordre public, que cette décision soit appliquée? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le pays va s'arrêter de tourner. Il va y avoir des émeutes à Douala. Il va y avoir des émeutes en Gaoundéré. Rien du tout. Un individu va prendre en otage tout un système de justice. Il s'agit de cela. Donc, nous, on n'a pas à vous donner des noms. J'ai dit clairement, j'ai donné des identifiants. Si vous vous intéressez aux individus, moi ça ne m'intéresse pas. Je vais dire le procureur général de Ngaoundé, le procureur général de Douala. Maintenant, si vous voulez ramener ça à des questions personnelles, je n'ai pas de problème personnel si vous voulez savoir. Il y a un qui m'est déjà très proche en termes amicaux. Mais je ne peux pas, parce que c'est un ami, laisser qu'on viole la loi au demeurant dans un dossier où je suis constitué. Je crois qu'il faut qu'on s'entende. Ce ne sont pas des questions de querelles pronomiaux. Institution contre institution. Cour de justice commune d'habitat d'Abidjan contre le procureur général de Douala. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le reste, chacun fera son interprétation. Je sais pas si tu as... Donc il n'y a aucun risque de confusion. Voilà. On n'a pas besoin des noms pour ça. Il n'y a qu'un seul à Douala, il n'y a qu'un seul à Ngaoundéré. Vous aurez dans les dossiers qu'on vous communique, vous aurez Elle date de 2 mois, 1 mois, 2 semaines. les correspondances dans le dossier qu'on vous donne. C'est public. Ce n'est pas une affaire qu'on va gérer dans les coulisses. Il s'agit quand même d'intérêts qui portent sur des milliards. On ne peut pas s'amuser avec la fortune des gens. Vous ne pouvez pas. Nous sommes dans un système d'économie libérale. Investir qui décide d'investir. C'est l'attractivité du pays qui fait en sorte que l'investisseur vienne mettre son argent parce qu'il est sûr qu'il va faire des bénéfices, il va multiplier sa fortune, etc., etc. Quand on veut faire le commerce, on ne devient pas fonctionnaire. Le risque de l'investisseur est lié, n'est-ce pas, à sa capacité à s'assurer de ce que son investissement sera sécurisé par l'État. Si l'investisseur distrait ses bénéfices pour essayer d'instrumentaliser notre système judiciaire, ça devient grave. Voilà, ça devient grave. Et dans ce pays, j'ai noté que de plus en plus, les gens se taisent. On prend les coups et on se tait. Ben, notre rôle, nous sommes des porteurs de parole. Nous devons porter la parole de nos clients, la vérité de nos clients, jusqu'au prince au besoin, pour que justice soit rendue. Comme dit la maxime populaire, vous ne pouvez pas taper un chapeau. Il ne pleure pas, hein? C'est le seul animal qui ne pleure pas quand vous le tapez. Il cherche seulement votre pied pour vous mordre. C'est pas normal. Notre adversaire, il est comme ça. Il est tout dans les couloirs, il cherche seulement à vous nuire. Le combat judiciaire a des règles. D'ailleurs, tous les combats ont des règles. Même la guerre a des règles. La convention de Genève est là. Il y a un droit de la guerre. Même quand on se livre, il y a des règles. Votre adversaire, il est blessé, vous regardez, s'il n'y a pas la croix, vous le foutez pas dans la tête. C'est un crime de guerre. 14 ans de combat judiciaire, on a gagné. Et le monsieur là, il va dans les couloirs, il bloque le gars là. C'est empêché de faire. C'est quoi? On va où là? On va où là? Nous ne le disons pas pour nous. Nous le disons pour tous. Et je voulais pas répondre, mais donner un élément supplémentaire à une question qui a été posée par M. Zéphirin. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Mais nous n'attendons rien de vous. C'est nous qui créons l'information. Si vous décidez de nous boycotter, boycottez-le. Mais demain, ne dites pas que vous ne saviez pas. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Pour les questions d'accréditation, parce que je vois que on a essayé de me tacler. Vous savez comment on fonctionne.
quand je fonctionne avec les journalistes, je laisse aux journalistes s'organiser. Je n'ai téléphoné à aucun d'entre eux, on n'en serait même pas là. Si c'est pour que les gens aient bien fait leur travail, on n'en serait pas là. Moi, j'appelle un journaliste pour m'aider à l'organiser. C'est comme ça que ça se passe. Et je vais être très clair avec vous. Maintenant qu'on vous le dira, nous savons que c'est donné. C'est-à-dire permettre aux journalistes de se transporter là où il est à ici. Point barre. Ok? Mais que jamais qu'on nous dise que je vous ai appelé, j'ai glissé des... Si je veux faire un public reportage, je sais comment ça se passe. Je vais comprendre la presse. Or, le public reportage, c'est des télé, ceux qui savent lire, n'est-ce pas? Alors que vous convaincre de me parler à une démarche, je crois, honnête. Vous convaincre, essayez de vous convaincre. Et dire que voilà le dossier. Je voulais savoir, Canal 2, je voulais savoir, mais vous me parlez de Fadoul, ça nous paraît un peu lointain. Est-ce que vous pouvez citer quelques intérêts de Fadoul ici et de son adversaire? Peut-être ça va nous rapprocher du dossier. Pardon? Directeur de publication du journal Thermomètre. Jean-Philippe Ongene Mekana, directeur de publication du journal Thermomètre. Maître, vous avez martelé plusieurs fois que j'ai gagné. J'ai gagné. On ne peut pas me priver de ma victoire. On ne peut pas me priver de mon argent quand j'ai fini de travailler. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous anime en organisant cette conférence de presse? Est-ce l'envie de vouloir entrer en possession de votre argent? Ou alors le besoin de voir la justice jouer son rôle effectivement au Cameroun? Ou alors vous voulez sauver la minorité qui est marginalisée ici selon ce que vous avez dit, de l'influence des autres rapaces? Je vous remercie. Excusez-moi de revenir sur la question de Zéphirin, parce que pour un peu approfondir, lorsque vous dites que ce sont deux procureurs qui bloquent le dossier d'application à Douala et Ngaoundéré, deux procureurs généraux, pour être plus complet et précis, est-ce que quelque part, vous ne vous dites pas, sachant connaissant la hiérarchisation de la justice, que c'est la haute hiérarchie, c'est-à-dire le ministre de la Justice et probablement le président de la République, qui se feraient eux-mêmes constat, puisqu'ils sont les patrons directs des procureurs. C'est ce que je voulais poser comme question. N'est-ce pas? On a vu des gens annuler un décret présidentiel par une note de service où il met sur haute institution chez l'État. Il y a des directeurs généraux qui ont été débarqués par des notes sur haute institution chez l'État. Quelqu'un nommé par décret, on fait une note sur haute institution chez l'État. C'est ce qu'on appelle la gestion parapluie. Là. On lui fait faire des choses. Là. Alors vous me parlez de la hiérarchie. Si vous connaissez comment fonctionne le système judiciaire, certes, le parquet est assujetti à la chancellerie. Mais comme vous savez, la plume est serre. Mais sa parole est libre. Ça veut dire quoi? C'est la règle du parquet. C'est-à-dire que lorsque la hiérarchie vous donne des instructions écrites, vous êtes tenu de l'appliquer. Même dans ce cas, le procureur peut venir à l'audience et dire voici les instructions écrites du ministre de la Justice, mais moi, voici ce que je pense. On a vu ça avec les Bissombi, les Mbakop Saker, dans les dossiers de contentieux de la presse, notamment à Douala. On les a vu venir requérir en contradiction avec les instructions écrites de leur chancelier de l'époque. Voilà le statut du parquet. Donc quand le parquet invoque une instruction, il doit la communiquer. Ok? C'est-à-dire que le Dieu parapluie, ça n'existe pas là-bas chez eux. Il y a le visa, vous devez viser l'instruction ministérielle. Il ne faut pas embarquer le garde des Sceaux dans des trucs illégaux et dire comme je suis PG par conséquent, ils vont penser que c'est le ministre. Non! Mais le ministre c'est pour tout le monde, hein? Monsieur Eric, le ministre c'est pour tout. Tous les acteurs de la justice ont accès au... décharger leur fonction depuis. Non, non, j'ai dit que tous les... Non, non, monsieur Eric,
je fais ma part de travail. Encore une fois, si chacun faisait sa part de travail, les vaches se porteraient bien. D'accord? Cette dénonciation que je porte, parce qu'il s'agit de ça, doit avoir des conséquences. Mais ce n'est pas à moi de décider des conséquences. Je suis dans mon rôle de dire que on a violé les droits inaliénables de mon client par des actes illégaux. J'ai dit bien par des actes illégaux. On ira jusqu'au bout. Vous savez, on a décentralisé quand même la justice administrative. Hein? Donc ne pensez pas que ça va s'arrêter à une conférence de presse. N'essayez pas de voir derrière quelqu'un, il n'y a personne derrière. C'est les trafiquants d'influence là, qui ont dit que non, parce que je suis le fils d'eux, mon père a dit que. C'est l'affaire de Mitterrand et son fils, papa m'a dit. Non, papa n'a pas dit. Papa n'a pas dit. La chancellerie n'a pas dit. La présidence n'a pas dit. Nous connaissons la formule lorsque vous saisissez le chef de l'État pour les affaires de justice. Il met toujours que la justice suive son cours. Quelles que soient les personnes mises en cause. Parfois des personnes très proches. Donc arrêtons de dire que si le PG a dit, c'est parce que le ministre a dit. Si le ministre a dit, c'est parce que le président a dit. Fonctionner comme ça, c'est d'oublier comment fonctionnent les mécanismes juridiques dans notre pays. Le parquet est une partie jointe au procès civil. Ok? Le juge n'est pas obligé de communiquer son dossier au parquet en matière civile et commerciale. Sauf lorsque ça touche l'ordre public. Oh, dans cette affaire, jamais. Donc le juge a pris sa décision de manière indépendante. Un monsieur qui vient, il rentre par la fenêtre, il dit que bon, moi aussi. Qu'est-ce qu'il fait là dans cette chambre-là? Il n'a pas été appelé. Il n'a pas été invité. C'est tout la même chose. Vous faites un repas, vous invitez vos amis, vous avez prévu 10 personnes, et vous vous retrouvez avec 30 personnes. C'est ça l'Afrique, hein? Chacun vient dire que pourquoi pas moi? Comme si vous n'étiez pas suffisamment intelligent pour savoir que vous avez fait un repas pour 10 personnes et non pour 30. Pas qu'on ne vous invite pas, mais c'est comme ça. La bienséance, c'est ça. La bienséance, c'est qu'on respecte les cadres, n'est-ce pas, dédiés. Il faut respecter les cadres dédiés, sinon on ne s'en sort pas. Regardez le débat que vous avez aujourd'hui autour de la carte de presse. Moi, je me délègue le dimanche, là, quand je vois à la télé, comment on critique le président, tout ça. C'était compliqué. Parce que nous avons oublié le point focal. Les Camerounais adorent ce qui est décidé ou nommé par l'autorité. Vous comprenez? Dans d'autres pays, pour faire la carte de presse, on n'a pas besoin d'un décret. C'est la profession qui s'organise pour délivrer les cartes de presse. Mais quand on aime bien qu'on a nommé décret président, du coup, on se rend compte qu'il y a un problème. Si vous demandez à chaque directeur de publication de dresser la liste de ces journalistes avec tout CMPS, tout ça, vous n'aurez aucun journaliste. Si vous commencez à demander le profil des DP, vous n'en avez pas beaucoup, hein? Parce que chacun qui a 300 000 francs peut sortir un journal. Puisque c'est le principe de la déclaration. Vous avez des journaux qui sortent une fois tous les 6 mois, d'autres. Si vous exigez la périodicité, vous n'en donnez pas beaucoup. Parce que nous refusons de nous asseoir entre nous, là, c'est-à-dire entre vous, journalistes, et de régler vos problèmes entre vous. C'est un peu comme si le matin, on se levait, on dit que le jour où il ne la dérive pas, on le met en jugement. On prend notre assemblée générale, on lâche les côtés dans cette affaire. Je ne vois pas comment on garde ce peut vous rappeler qu'il est membre. Il est membre de l'Assemblée de la justice des États partis qui produit les actes uniformes au Rwanda. À Abidjan est venu au Cameroun dit que on n'applique pas. Il y a un problème. Aïdjo a signé la convention de Tadanarive. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que la signature du Cameroun ne vaut rien. Modifiez le traité. Et dites que les actes notariés ne sont plus applicables au Cameroun. Modifiez le traité. Si vous n'avez pas la Cour de justice d'Abidjan, changez la... Qu'est-ce que nous souhaitions comme institution au Rwanda? Les gens qui n'avaient pas le flair, on dit qu'on veut le siège. C'était la Cour. Et nous, on a préféré le siège. Siège.
Vous ne pouvez plus avoir de juge à la cour. Il n'y a aucun juge camerounais à la cour de justice d'Abidjan. C'est pour ça qu'ils sont tellement indépendants que ça dérange. Sentence arbitrale. Il a pris son affaire, il a fait le tour de tous les États membres pour demander qu'on sanctionne le juge. Oui, chef d'État en fonction. Il a enfin demandé d'ailleurs. Vous pouvez mettre en place des institutions, lorsqu'elles fonctionnent, vous n'êtes pas d'accord. Dans le fameux conflit d'empoisonnement là. Hein? Les avis ont rendu deux sentences. Une en faveur du président Aïkoui, l'autre contre lui. Il prend celle qui lui est favorable, il dit qu'il est d'accord, mais l'autre dit qu'il n'est pas d'accord. Et quand vous allez, moi je suis sur le Djamila là.